Bonjour à tous, ravi évidemment d'être encore une fois et toujours avec vous. On va donc accueillir d'emblée le professeur Francis Eustache. Alors pour moi, c'est un immense plaisir que d'accueillir Monsieur Eustache. Parce que je connaissais le nom avant de voir l'homme, et c'est toujours extraordinaire quand on s'est appuyé sur des travaux faits par quelqu'un. Et c'était ce que nous avons fait lorsqu'on a commencé à parler ensemble des mémoires, justement, des mémoires procédurales, épisodiques. Certains d'entre vous s'en souviennent bien. C'était le système NESI, si je me souviens bien, que vous avez publié en 2011. Et voilà, et là, on a avec nous le monsieur qui a travaillé sur ces sujets, qui va nous livrer ses secrets de mémoire. Donc, monsieur Eustache, vous êtes professeur à Caen. Je vous laisse vous présenter, parce qu'en général, vous faites ça beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire. Et nous, on va écouter vos paroles. Vous lancez le diaporama. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le maire, d'avoir chauffé la salle. Merci, monsieur le président, également. Et merci à tous les deux pour cette introduction chaleureuse. C'est vrai que quand Philippe Chagnot m'a appelé il y a quelques mois, j'ai tout de suite perçu qu'il avait un cœur réacteur. Voilà. Et donc, je ne pouvais pas refuser son invitation, surtout sur un sujet comme ça, les secrets de la mémoire. Donc, le but, c'est que je vous livre les secrets de la mémoire en une demi-heure. Donc, je vais essayer. J'ai réfléchi à ce que vous faites, et vous faites un métier formidable. Donc, voilà, je vous parle en toute sincérité. Je sais que mes deux jeunes collègues qui sont là, Alexandrine et Mélissa, ont le même avis. Donc, on est très heureux d'être avec vous. On va essayer de vous apporter des choses. Alors, la mémoire, il y a plusieurs façons d'en parler. Il y a une sorte d'instrument mémoire que vous avez envie de mieux comprendre comment ça fonctionne. Cet outil pour que vous fassiez passer comme ça des informations dans la tête des gens. Donc, c'est vrai que c'est important de comprendre ça. Puis au-delà, il y a les contenus de la mémoire qui évoluent au fil du temps. Alors, c'est peut-être un petit peu plus loin de vos préoccupations, mais encore que, parce qu'il y a aussi les traumatismes, etc. Et donc, moi, j'ai quand même choisi de vous parler aussi de cela, de vous parler des deux aspects. J'ai mis une image de Caen, parce qu'on reviendra un petit peu sur Caen, pour ceux qui connaissent Caen, parce que la mémoire, c'est l'espace et le temps, donc il faut se balader dans l'espace. C'est pris du château de Caen. Le château de Caen, c'est Guillaume le Conquérant, vous voyez, c'est il y a 1000 ans. On va fêter le millénaire, là, bientôt, de Caen. Et puis, c'est une ville aussi reconstruite. Vous voyez, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout ça. Et la mémoire, c'est tout ça. Alors, je vais commenter là ce cerveau qui tourne, ce personnage un peu énigmatique. Et parce que la mémoire, une des difficultés, c'est quelle entrée on prend. Est-ce qu'on parle des aspects cognitifs, des aspects neurobiologiques, vous voyez, les échanges de protéines au niveau des synapses, est-ce qu'on parle des grands systèmes cérébraux? Donc là, c'est plutôt ça. Donc avec des régions qui sont plus ou moins impliquées dans la mémoire. On va voir les hippocampes, parce que c'est un peu la vedette. Les hippocampes quand une personne a des lésions des hippocampes, bien, elle devient amnésique. Donc, manifestement, cette région est très importante, mais ce n'est pas la seule. Là, c'est le lobe temporal externe. Là, c'est plutôt la mémoire sémantique. Alors, c'est bien de montrer ça. En même temps, c'est un peu piégeant, parce que on ne peut pas se passer de ça aujourd'hui, des approches, notamment en imagerie cérébrale. Mais le piège, ce serait de se dire, là, il y a tel type de mémoire, là, il y a tel type de mémoire, etc. Ce qui est évidemment plus compliqué. Et puis, il y a aussi toutes ces images que l'on voit quand on se documente. Et ces images, elles correspondent à des informations très différentes. Donc ça, il faut bien aussi capter ça. Il y a l'imagerie fonctionnelle d'activation, quand on fait faire des tâches à des personnes. Puis on voit des activations, c'est généralement chez des petits groupes de sujets.
Alors c'est vrai que ça a révolutionné nos connaissances sur les liens entre le cerveau et les fonctions cognitives. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça dans un centre, un des premiers centres en France à être créé, qui s'appelle Cicéron. Cicéron, ça s'écrit CY, parce que c'est un cyclotron en fait qu'il y a derrière. Donc c'est un centre qui a été créé dans les années 80, que j'ai dirigé d'ailleurs pendant plusieurs années, avec des grosses machines, vous voyez, des grosses machines, des scanners, des IRM, des PET scans. Et avec cela, on a décrit plein de choses. Alors là, ce sont chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. On décrit l'atrophie du cerveau. On fait des cartographies de cette atrophie. Ça, c'était quand même très nouveau. Puis on décrit aussi, alors cette fois-ci avec le PET scan, l'hypométabolisme. Et puis ensuite, on a des marqueurs spécifiques de certaines voies physiopathologiques de ces maladies. Et puis, moi, j'ai choisi cette image-là parce qu'elle est jolie, en fait, parce qu'il n'y a pas un message fondamental. Vous voyez, c'est les connexions entre les régions cérébrales. Tout ça pour vous montrer qu'on peut faire des tas de choses, et c'est assez formidable. Et j'ai voulu rajouter cette diapo-là pour vous dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est intéressant. Vous voyez, toutes ces images du cerveau. Mais il y a aussi encore une autre entrée qui, aujourd'hui, prend une place très importante, c'est toute la famille des méthodes de l'électrophysiologie, la magnétoencéphalographie, etc., qui sont des techniques qui permettent de mesurer les aspects temporels des phénomènes cérébraux de façon extrêmement précise. Et j'ai un jeune collègue qui co-signe ce papier, Thomas Hinault, qui est maintenant chercheur INSERM dans mon unité, qui a son bureau, et c'est le bureau à côté de moi, et le matin, on boit le café ensemble, donc c'est plutôt sympa d'avoir un jeune de 30 ans qui est au top niveau dans ce domaine. Et il me raconte des tas de choses. Et en fait, quand on évoque un souvenir, par exemple, samedi soir dernier, vers 8h30, qu'est-ce que vous faisiez, ou vers le 15 août, vous voyez, c'est évidemment complexe. Hein, il y a des images, il y a de l'émotion, etc. Et c'est tout votre cerveau, en fait, qui se trouve convoqué, et avec des régions qui vont se synchroniser. Alors, il y a d'abord le lobe frontal qui va chercher, pour faire simple, qui va se connecter aux amygdales et aux hippocampes, puis à partir de là, c'est tous ces réseaux qui vont s'activer, hein, qui vont se coactiver. C'est comme ça que vous allez accéder à un souvenir. Donc ça, c'est une dimension qui est très intéressante. Bon, ça, j'ai retrouvé dans mes diapos hier celle-là. Je l'ai trouvée jolie. Je me suis dit que j'allais vous la montrer aussi. C'est un autre genre, mais c'est pas mal. C'est Pierre Gagnepin, qui est un autre chercheur INSERM de mon unité, qui me l'avait fabriqué, et je trouve qu'elle est bien. Donc voilà. Et alors le message, c'est que, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, ça ne suffit pas encore pour parler de la mémoire, mais il faut aller voir du côté des sciences sociales, et je vais progressivement aller vers cela. Alors, dans les exposés introductifs qui ont eu lieu, j'ai compris que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Donc, en fait, cette diapo-là, qui est indispensable, je vais aller assez vite. Hein, c'est une dia qui représente les systèmes de mémoire, avec la mémoire de travail qui est au milieu ici. La mémoire de travail, c'est le présent. Hein, c'est la mémoire au présent, c'est ce qui nous permet d'interagir les uns avec les autres, de comprendre ce qu'on fait, d'être impliqué dans des activités. C'est le cœur du sujet un peu, les phénomènes attentionnels sont omniprésents. Alors elle a été formalisée par un auteur anglais qui s'appelle Alan Baddeley, et puis elle interagit avec des systèmes de mémoire, cette fois-ci à long terme. Bon, mémoire de travail, mémoire à court terme, c'est combien de temps? Généralement, les étudiants me demandent ça, et en fait, la réponse est complexe. Mais on peut faire une réponse très simple, on va dire c'est 30 secondes, 1 minute, enfin, ouais, c'est cet ordre de grandeur. Puis après, c'est les systèmes de mémoire à long terme. Ces systèmes-là sont des systèmes dits de représentation, c'est-à-dire qu'on peut en parler sans être dans la situation précise. Alors avec des mémoires perceptives qui ont été évoquées tout de suite, qui sont assez rudimentaires mais qui sont essentielles. Ça permet de se repérer très vite dans notre espace, de reconnaître des visages très vite, vous voyez, sans faire un effort complexe de mémorisation. Et puis, si ces entrées sensorielles, on monte ici dans une hiérarchie, il y a la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, Rome, c'est la capitale de l'Italie. À Paris, il y a la Tour Eiffel à Paris. Vous voyez, des choses sur le monde et sur soi-même, des connaissances générales sur le monde et sur soi. Et tout en haut ici,
La mémoire épisodique, donc le terme a été cité, c'est la mémoire des souvenirs, cette fois-ci personnellement vécus. Et c'est une mémoire un peu particulière parce qu'elle nous permet aussi de nous projeter dans le futur. C'est une mémoire qui voyage beaucoup. Parce que ce matin, quand je me suis levé à 4 heures du matin, ma préoccupation, c'était d'être avec vous tout de suite. Sinon, ça aurait été dommage qu'il y ait une difficulté sur le chemin. Donc la mémoire, vous voyez, c'est une boucle comme ça, incessante, rétroactive, proactive, mais qui nous entraîne vers des buts. Ce n'est pas simplement être contemplatif et regarder le passé. Ça, c'est quand j'ai un petit groupe d'étudiants, j'aime bien que je ne connais pas, et je leur demande une définition de la mémoire en quelques mots. Et souvent, la mémoire, c'est le passé. C'est rarement ce que je viens de vous dire là. Et pourtant, la mémoire, c'est ça. Ce matin, à quoi vous avez pensé? Vous avez pensé à Mont-de-Marsan. Et ça va être sympa parce que vous allez retrouver plein de collègues. Bon, il y aura les exposés, bien sûr, mais il y aura la soirée, tout ça. Enfin, vous voyez, vous aviez tout ça dans la tête, on est bien d'accord. Et puis, ici, il y a quelque chose, je pense, qui est très important pour vous. Ça a été cité, la mémoire procédurale. Parce qu'effectivement, quand il y a du stress, quand il y a des situations complexes à gérer, il faut une automatisation et il faut se préparer à ça. Parce que ça ne va pas tout seul. Une fois que c'est automatique, c'est automatique. Encore que. Mais il faut apprendre avant ça. Et donc, c'est pour ça que l'interaction entre tous ces systèmes, elle est très importante à comprendre. Parce que tout ça, ça bouge en permanence. Retenez pas ce schéma comme quelque chose de statique. Tout ça évolue au fil du temps. Alors, cette diapo-là, je l'aime bien aussi. Vous voyez, on retrouve le cerveau au milieu parce qu'en fait, c'est une progression des connaissances sur la mémoire et des conceptions sur la mémoire que j'explicite ici. Et il y a toujours le cerveau qui est là, qui est très important, qui aide à réfléchir. Et ici, c'est un homme, je suis un peu jaloux de lui parce qu'il a vraiment une très belle barbe. Vous voyez, c'est Hermann Ebbinghaus, c'est un chercheur allemand de la fin du 19e siècle. Il est le premier à mesurer la mémoire. C'est pas évident du tout à cette époque-là, enfin, de mesurer les effets comportementaux de la mémoire. Et il le fait, je n'ai pas détaillé beaucoup, mais comprenez ça, il le fait avec des syllabes sans signification, sans émotion, sans rien, vous voyez, des objets totalement nus. Et il apprend ça, parce qu'il est son sujet d'expérience en plus. Il n'y a pas de variabilité interindividuelle, c'est lui. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, on part d'un instrument qui est capable d'encoder, c'est-à-dire enregistrer, de stocker, enfin de conserver, et de rappeler des informations. C'est lui qui propose ces trois termes-là, d'accord ? Ces trois moments indispensables quand on parle de la mémoire. Et ça, c'est mes deux jeunes collègues, Mélissa et Alexandrine, vont reprendre tout ça. Quels sont les facteurs qui peuvent améliorer l'encodage, qui peuvent améliorer la consolidation, qui peuvent améliorer le rappel, parce que c'est tout ça qu'il faut qu'il fonctionne. Parce que si c'est dans votre tête puis vous ne pouvez pas rappeler, c'est horrible, parce que vous savez que c'est ici, mais vous ne pouvez pas rappeler, c'est horrible. Donc elles vont vous donner les clés, là, j'ai vu qu'il y a une grosse clé, ça va être un peu le symbole. Alors, pendant longtemps, les recherches en psychologie expérimentale, elles ont porté là-dessus, puis progressivement, il se passe des décennies, Là, on arrive dans les années 70, 80, 1960, vous voyez, presque un siècle. On s'intéresse cette fois-ci au souvenir. Un souvenir, c'est complexe. Vous voyez, vous vous rappelez du moment où ça s'est passé, l'événement lui-même. Vous avez l'émotion, vous ressentez l'émotion de ce qui s'est passé. Oui, c'est extrêmement complexe. Et les psychologues, les neuroscientifiques élaborent des méthodologies pour quantifier, pour appréhender ce souvenir tel qu'il est évoqué, tel qu'il est raconté. J'y reviendrai un tout petit peu, et puis là aussi, Mélissa vous parlera de ça, parce qu'elle est spécialiste de ça. Et puis, ici, il y a un truc nouveau, il y a des gens. Ça représente des gens. C'est-à-dire que les neuroscientifiques vont s'orienter, alors c'est assez récent, ça date d'à peu près une vingtaine d'années, vont s'orienter sur les mécanismes qu'on appelle de cognition sociale, vous voyez, les interactions sociales. Et quand il existe des troubles des interactions sociales dans certaines maladies, c'est assez fréquent dans les maladies neurodégénératives par exemple,
eh bien, ça entraîne des troubles du comportement. C'est parfois ça le principal problème hein, de ces patients. Alors, c'est de plus en plus théorisé et de plus en plus, on va essayer de rattacher ces problèmes d'interaction sociale au fonctionnement de la mémoire. Alors que pendant encore longtemps, il y avait la mémoire d'un côté et les interactions sociales de l'autre. Et en fait, de quoi on se rend compte, avec des manips de psychologie sociale expérimentale à la clé, eh bien, en fait, c'est qu'on apprend avec les autres. Alors, on apprend, on a chacun notre cerveau. J'aime bien raconter cette anecdote-là. J'étais très ami avec un philosophe aujourd'hui disparu, Bernard Stiegler. Vous avez peut-être vu son nom. C'était un homme très, très attachant qui est décédé il y a 2 ans. Et j'avais des occasions de le retrouver, de lui montrer ce que je faisais. Donc, je lui montrais des images de cerveau dans différents cadres. Alors, il me disait, c'est bien Francis ce que tu fais, c'est vraiment bien. Mais tu sais, c'est pas du tout ça. Ça se passe pas du tout comme ça. La mémoire, elle n'est pas dans les cerveaux, elle est entre les cerveaux. C'est vraiment une belle image. Hein, et c'est ce que vous faites aussi. Hein. C'est un peu le cœur de ce que vous faites. C'est le fait d'être ensemble, hein, le fait d'interagir. C'est ça qui va faire évoluer votre mémoire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre effort personnel qui va jouer. Bon, alors les petits groupes, mais ça peut être aussi des groupes plus larges. Alors des groupes, des clubs de foot, de tout ce que vous voulez. Hein, c'est des façons de se rassembler. Et puis au-delà, il y a des ressources culturelles. On évolue dans une société, dans une certaine culture, et cette culture va nous imprégner également. Alors là, c'est beaucoup plus top-down hein, que bottom-up. C'est-à-dire que le petit bonhomme tout seul, vous voyez qu'il est là. Là, il ne marche pas très bien le pointeur, mais c'est pas grave. Vous voyez le petit bonhomme qui est devant sa tasse de café, qui pense à un événement. Eh bien, il y a évidemment son cerveau, mais il y a les interactions qu'il a eues avec d'autres personnes, les points de vue d'autres personnes. Et puis, si c'est un lien avec l'histoire, il y a l'école, il y a les commémorations, il y a tout ça qui va entrer en ligne de compte. Et l'auteur un peu clé dans cette conception-là, vous voyez, où la mémoire est extrêmement riche, hein, la mémoire autobiographique qui se fabrique avec les autres et avec la société, l'auteur qui a développé ça s'appelait Maurice Halbach. Hein, c'est un philosophe, sociologue français qui est mort à Buchenwald et qui est aujourd'hui beaucoup redécouvert. Vous voyez, on est loin des syllabes sans signification d'Ebbinghaus, mais la mémoire, c'est tout ça à la fois. Alors, j'ai choisi d'essayer d'illustrer un petit peu tout ça de différentes façons. Ça, c'est un peu pointu. C'est un papier qu'on vient juste de publier. C'est un papier théorique, justement, qui met en relation ces différentes strates de la mémoire. Les strates, alors la mémoire individuelle, les mémoires plus physiologiques, et puis les mémoires sociales. Et on explique dans ce papier comment ça fonctionne. La mémoire individuelle, je n'y reviens pas trop, parce que vous connaissez, ça c'était le papier qu'on avait fait avant, qui était plus terminologique, où avec mon collègue Jean-François Oriane, c'est un collègue belge qui est professeur de sociologie à Liège, avec qui je travaille de plus en plus, beaucoup. Alors, le concept de mémoire collective, on le définit comme ça, ce sont des opérations spécifiques des systèmes individuels de conscience, c'est-à-dire que les individus sont représentés dans cette mémoire collective en tant que membres d'un groupe, c'est ce qu'on va appeler la mémoire partagée, ou en tant que participant à une interaction, ce qu'on appelle la mémoire collaborative. Donc la mémoire collective, vous voyez, ce sont des personnes qui sont investies dans un groupe et qui vont créer des souvenirs, en tout cas des représentations mentales en commun. Et au contraire, la mémoire sociale, culturelle, ce sont des opérations spécifiques des systèmes sociaux hein, qui nous transcendent en quelque sorte et qui sont en partie autonomes des individus. Alors, tout ça, c'est bien joli, c'est un peu de la théorie, mais à quoi ça sert? Alors, depuis une quinzaine d'années, je travaille beaucoup avec un historien qui s'appelle Denis Péchanski. On a commencé à travailler sur la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et avec Pierre Gagnepin, qui est un neuroscientifique, on avait fait un papier dans Nature qui avait été assez détonnant, où on montrait avec des méthodologies assez sophistiquées, en passant par le musée mémorial de Caen,
on faisait visiter le musée mémorial de Caen à des participants et on leur montrait des images plus ou moins saturées en mémoire sociale de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ces personnes allaient à Cicéron, elles faisaient des tests de mémoire sous IRM, et on a montré que quand les personnes rappelaient des images qu'ils avaient vues au mémorial qui étaient fortement saturées en mémoire Deuxième Guerre mondiale, ils réussissaient mieux le test, et c'était en lien avec des régions cérébrales particulières. En fait, on montre ainsi que cette mémoire, vous voyez, collective, sociale de la Deuxième Guerre mondiale, quelque part, elle s'immisce à notre insu dans nos cerveaux. Alors, bon, vous me direz, oui, ça va de soi que si on est capable de faire quelque chose, il faut bien que le cerveau... Mais enfin, vous voyez, faire comme ça le passage entre des données sociologiques et puis des données cérébrales, c'était vraiment la première fois qu'on faisait ça. Alors, on a travaillé aussi sur le 11 septembre avec William Hurst, qui est un chercheur américain qui a beaucoup travaillé sur le 11 septembre. Et puis avec Denis Péchanski, on a lancé ce programme 13 novembre. Je vais vous en parler assez peu, parce que je vais prendre un autre exemple, une autre illustration que vous ne connaissez pas. 13 novembre, vous pouvez trouver assez facilement des renseignements. Vous tapez mémoire 13 novembre, vous allez trouver plein de renseignements, parce que c'est un programme qui court depuis... avril 2016, qu'on a pu lancer depuis avril 2016 et qui porte sur une dizaine d'études. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on suit la mémoire de façon transdisciplinaire et longitudinale, de différentes façons, depuis 2016, et on continue comme ça, et on espère, si on a les financements, parce que ce sont des financements extrêmement importants, et sont des équipes importantes qui travaillent sur ces sujets-là. En principe, on doit aller jusqu'en 2028. Alors par exemple, ça rejoint un petit peu vos préoccupations. On s'intéresse à différents cercles. Alors ici, le cercle 1 sont les personnes qui ont été exposées aux attentats. Donc c'est 1000 personnes en tout qui sont suivies sous la forme d'entretiens filmés par l'INA, par l'Institut national de l'audiovisuel, et par l'ECPAD, qui est le département images du ministère de la Défense. On suit ces personnes, donc à intervalles réguliers. On doit en principe les voir 4 fois. Et les cercles correspondent à la situation de ces personnes par rapport aux attentats du 13 novembre. Les personnes qui étaient au plus près des terroristes, et puis des personnes, au contraire, qui sont beaucoup plus loin. Et on va voir les effets sur la mémoire en fonction de la situation de ces personnes, en partant de ce même événement tragique du 13 novembre. Ça, c'est une étude ancillaire de l'étude 1000 dont je viens vous parler, qui porte cette fois-ci sur 200 personnes qui viennent dans mon laboratoire à Caen. Ces personnes viennent à la fois du cercle 1, vous avez compris que le cercle 1, ce sont les plus proches des attentats. Cercle 4 sont des personnes, au contraire, qui sont loin. Donc les effets sur la mémoire sont très différents. Et même au sein du cercle 1, les effets vont être très différents. C'est-à-dire que des personnes vont développer un trouble de stress post-traumatique. Je ne décris pas ce que c'est, parce que je pense que vous connaissez. Et puis d'autres pas, alors qu'elles ont vécu le même événement. Donc on va suivre ces personnes et on va voir à côté les facteurs qui sont entrés en jeu pour faire en sorte que les personnes en question aient développé la psychopathologie et évoluent également d'une certaine façon au fil du temps. Je vais pas aller plus loin dans 13 novembre, en tout cas pour cette étude qui s'appelle Remember. Ça, c'est le premier papier qu'on a publié dans Science, où on montre en fait les mécanismes qui sont à l'origine, vous savez, de ces images qui reviennent à la conscience des personnes. Les personnes qui ont été traumatisées, elles ont ces images qui les tarabussent, qui ne sont pas des souvenirs, comme j'ai pu les décrire tout à l'heure. Les souvenirs, ils sont dans le passé. Vous allez chercher un souvenir dans votre passé, mais vous savez que c'est le passé. Les intrusions, elles sont au présent, elles sont là à nouveau. C'est pour ça qu'on parle de blessés psychiques, parce que c'est terrible, les images sont à nouveau là. Alors, ce qu'on a fait dans ce papier, c'est qu'on a décrit à partir de notre corpus que je viens de rappeler là, c'est-à-dire des sujets non exposés, des exposés sans PTSD et des exposés avec PTSD. En fait, on mesure, donc avec une IRM un peu sophistiquée que je ne peux pas décrire là, on mesure les mécanismes de contrôle potentiel chez ces personnes. Et en clair, les personnes qui ont vécu l'événement
et qui n'ont pas développé le trouble de stress post-traumatique, elles ont des mécanismes de contrôle qui sont extrêmement puissants, qui les protègent, alors que ces mécanismes sont en faillite, en quelque sorte, chez les personnes qui ont développé un PTSD. C'est un peu comme un joueur de tennis, vous voyez, qui serait sans arrêt au filet. Donc Federer, il n'était pas toujours au filet, hein, il montait au filet à bon escient. C'est un petit peu ça l'image. Et donc l'intrusion, elle passe. Hein, Ça, c'est complètement différent. C'est toujours dans le 13 novembre, mais c'est une étude qui est très intéressante. C'est-à-dire je ne sais pas si vous connaissez le CREDOC. Le CREDOC, c'est un grand organisme de sondage semi-public, hein, qui travaille pour le public, mais qui travaille aussi comme l'IFOP, la Sofres, vous voyez, qui fait des grandes enquêtes d'opinion. Mais à la différence que cette enquête d'opinion, elle dure depuis plus de 40 ans. Alors, on dit souvent que le CREDOC prend le pouls des Français dans plein de domaines. Et ce qu'on a pu faire, c'est ajouter des questions spécifiques sur les attentats, hein, la place des attentats dans la société, dans ces grandes enquêtes du CREDOC. Donc, c'est-à-dire qu'on a accès à l'ensemble des données, plus ces données spécifiques. Il y a un livre qui va sortir au mois d'octobre sur ces grandes enquêtes du CREDOC, puisqu'il y aura 10 recueils de données successifs. Là, j'ai pris une dia très simple, où il n'y a que 3 dates. Hein, les dates, elles sont là. Donc 2015, 2018, 2021. Et on voit une concentration de la mémoire. Alors là, c'est sur les lieux, sur le Bataclan. Vous voyez, Bataclan, après, c'est Paris, de façon extrêmement vague, le Stade de France, les restaurants, les bars. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très simple, hein, comme résultat. Et moi, c'est souvent, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Ah oui, c'est vous qui travaillez sur le Bataclan ». Alors je leur dis oui, mais je ne travaille pas que sur le Bataclan. Je travaille sur les attentats du 13 novembre qui ont eu lieu à Paris et à Saint-Denis. Et des victimes, vous savez, il y a eu des victimes aux abords du Stade de France, il y a eu des victimes sur les terrasses, puis il y a eu effectivement beaucoup de victimes. C'est là qu'il y a eu le plus de victimes au Bataclan. Ça, c'est très important. Vous voyez. Et là, je touche du doigt les liens entre les mémoires des individus qui ont été pris dans cette tragédie ou leurs familles, hein, pour qu'on pense évidemment aux personnes endeuillées, et quelqu'un qui a eu un fils ou une fille qui est morte au Bataclan, ou quelqu'un qui a eu un fils ou une fille qui est morte sur les terrasses. Donc vous voyez, et là le lien entre les mémoires des individus et les mémoires plus collectives, vous commencez à voir l'importance que ça a. Et pourtant, la mémoire, elle fonctionne comme ça. Hein, et c'est très difficile d'aller contre. Ça, c'était pour vous réveiller un petit peu. Puis j'ai retrouvé cette diapo-là parce que cet été, je suis allé voir, j'étais à Cherbourg, je suis originaire de Cherbourg. Ben, nul n'est parfait. Le Cherbourg, vous voyez, c'est la petite pointe là où il y a toujours un nuage dessus, d'où les parapluies. Et donc cet été, c'était les 60 ans, et il passait ce film dans le cinéma en plein cœur de Cherbourg. Et j'ai eu une émotion terrible en voyant ce film. Ma femme n'en revenait pas parce qu'elle n'est pas de Cherbourg, elle se demandait ce qui m'arrivait. Parce que quand ça a été tourné, c'était mon enfant, j'étais au lycée de Cherbourg, etc. Et je trouve que ce film est très beau. En plus, on est complètement à côté de la réalité. C'est un film qui est chanté, hein, vous voyez à peu près. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est une belle image. Donc, je me suis dit, je vais vous apporter ça de Cherbourg. Donc, vous avez eu Caen, vous avez eu Cherbourg. Je ne vais pas vous montrer toutes les villes. Juste quelques-unes. Alors, ça, c'est l'émotion, vous voyez. On est obligé de parler de l'émotion. La mémoire, l'émotion, on est obligé de parler de l'émotion. Enfin, sinon, on est à côté de la plaque, quoi. Par contre, c'est complexe. C'est extrêmement complexe. Alors là, j'ai proposé un petit schéma qui est très simple, hein, qui est très connu, hein, Layton et Krikorian. Là, vous voyez, c'est l'activité de l'amygdale, la menthe du cerveau. Vous savez que ça a à voir avec les émotions. Alors là, c'est un événement et une émotion plus ou moins intense. Donc là, ça commence tout doucement. Puis ça commence à être avec une émotion forte, voire extrême. Et ici, on a l'activité de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est la mémoire, hein, pour faire simple, la mémoire épisodique. Et vous voyez que dans un premier temps, l'émotion booste la mémoire. C'est pour ça que
vous avez l'impression, quand j'ai parlé du 13 novembre, qu'est-ce que vous faisiez le 13 novembre? Vous avez l'impression, très subjective, hein. Ah oui, je faisais ça, c'était la fin du match de foot, puis j'ai quelqu'un qui m'a appelé, etc. Vous avez oui, le contexte est très fort. Le contexte est très fort. C'est ce qu'on appelle un souvenir flash. Le souvenir flash, c'est l'émotion qui exacerbe le contexte autour de l'événement. D'accord? Ça, c'est le souvenir flash. Donc on peut dire que c'est le souvenir presque à son apogée, même s'il se transforme au fil du temps comme d'autres souvenirs. Ça, c'est une autre question. Et puis après, vous voyez que très vite, plus l'émotion grandit et plus la mémoire diminue. Diminue. Et quelqu'un qui vit un traumatisme, il n'a pas une bonne mémoire de son traumatisme, même s'il conserve des stigmates, hein, dans son cerveau, dans son être tout entier, qui sont extrêmement denses, hein, et qui vont avoir des conséquences. Mais ce n'est pas une mémoire épisodique précise, telle que je viens de la décrire là. C'est presque le contraire. Les intrusions, ça n'a rien à voir, les intrusions dont je viens de vous parler, ça n'a rien à voir avec un souvenir flash. C'est presque le contraire. Vous voyez. Donc, les liens entre mémoire et puis émotion, danger. Il me reste 4 minutes, 5 minutes, un petit peu plus. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler, parce que c'est une étude toutes les autres me passionnent, hein, tout me passionne. Mais cette étude-là, elle me passionne parce qu'elle est récente. Et je pense qu'on a fait quelque chose avec mes collègues qui est vraiment passionnant et intéressant. Alors, le contexte, cette étude, elle s'appelle CODETEL, pour construction identitaire des témoins de la libération. Alors, le contexte, c'est la Seconde Guerre mondiale. Hein, on revient à la Deuxième Guerre mondiale. Le débarquement, hein, vous avez eu des réactivations au 6 juin dernier. Les forces alliées qui arrivent sur les plages du débarquement. L'avancée des forces alliées dans l'ensemble de la Normandie, avec l'objectif de libérer la Normandie, la France et l'Europe de l'occupation nazie. Et les conséquences, ce sont de lourdes pertes militaires et civiles. Et civiles. La population normande, on estime le nombre de morts. Alors, pendant la bataille, et puis un peu avant et un peu après, c'est de l'ordre de 20 000 à 25 000 morts. Tous les historiens ne sont pas d'accord, ça dépend comment on compte, mais c'est pour que vous voyez quand même l'ampleur de l'événement. La carte, je pense que je vais y revenir, j'ai une diapo. Et alors, comment le contexte théorique, c'est ce qu'on appelle la narration autobiographique, c'est-à-dire qu'on va recueillir l'histoire de ces personnes-là, grosso modo, ce qu'elles ont vécu, hein, ces témoins de la libération. On se rend chez les personnes, on est toujours deux, on enregistre ce qu'elles veulent bien nous raconter, et à partir de là, on fait des analyses comme on le fait pour le 13 novembre, c'est-à-dire des analyses de narration où on met au propre les entretiens de ces personnes, et puis on les fait passer dans des cribles, hein, qui utilisent l'intelligence artificielle pour répondre à un certain nombre de questions. Ce que je vous dis là, vous voyez, en 3-4 phrases, c'est évidemment des mois et des mois et des mois de travail. Simplement, je vous fais passer le grand message. Alors, l'intérêt, c'est toujours le problème de la mémoire autobiographique. La mémoire autobiographique, elle se construit au fil du temps. C'est une construction extrêmement complexe, qui doit être relativement cohérente, hein, de nous-mêmes. Et chez ces personnes-là, cette mémoire autobiographique, elle prend une place importante parce que ce sont des gens, vous avez compris que ce sont des gens très âgés. Les personnes civiles qui ont vécu la bataille de Normandie, elles ont, par définition, pour avoir des souvenirs, entre 90 et la personne la plus âgée qu'on a vue avait 104 ans. Vous voyez, donc c'est des gens qui étaient enfants, adolescents ou jeunes adultes à ce moment-là. Et elles ont cette volonté de livrer une histoire d'eux-mêmes qui soit cohérente, et c'est très important pour elles de la livrer, parce que leur mémoire autobiographique, en fait, a reçu l'impact de ces événements extrêmement difficiles, qui sont les bombardements de camps, les exodes, et puis d'autres faits de guerre, qu'elles ont vécu et qu'elles ont eu beaucoup de mal à transmettre, parce que c'est une mémoire quelque part qui est un peu indicible. J'espère que vous me comprenez, parce que c'est une mémoire qui,
premièrement, elle est traumatique. Deuxièmement, c'est difficile de trouver ce que les personnes disent, c'est une oreille attentive, parce qu'après la guerre, les gens veulent passer à autre chose, ils veulent reconstruire autre chose. Et puis il y a un autre point qui est très important, c'est que les mémoires collectives vont mettre en avant de la scène l'hommage aux héros libérateurs. C'est-à-dire tous ces jeunes qui sont venus des États-Unis, du Canada, de Pologne, d'Angleterre, qui sont morts sur les plages du débarquement et après. Et cette mémoire-là, alors très justement, prend une place extrêmement importante et la mémoire des civils est complètement à l'arrière-plan. Et il va falloir attendre 70 ans, le 70e anniversaire du débarquement, pour que le président François Hollande parle dans un discours officiel, vous voyez, avec Barack Obama qui est comme ça. Vous pouvez retrouver le film, vous pouvez le trouver sur Internet assez facilement. C'est un très très beau film, le discours est magnifique. Et il y a Barack Obama qui est comme ça, qui mâche son chewing-gum. Et puis à un moment, il s'arrête et on voit qu'il est complètement dans les pensées, parce qu'il écoute évidemment le discours. Et lui aussi, il prend conscience de ce qui s'est passé pour les civils, parce qu'en fait, c'est une mémoire qui est totalement tue. Donc en fait, ce qu'on a réussi à faire là, c'est d'entrer en contact par différents moyens, notamment les mairies de Caen, de Saint-Lô, enfin, plusieurs villes qui ont été particulièrement touchées, et puis d'autres canaux. On a pu entrer en contact avec ces personnes qui nous ont livré, pour certaines d'entre elles, pour la première fois, ce qu'elles avaient vécu. Et parfois, des témoignages dont elles n'avaient même pas parlé à leurs conjoints ou à leurs enfants. Donc voilà, c'est le petit bonhomme qui est là, c'est la mémoire du petit bonhomme qui est là, 80 ans après, et comment ces moments vécus ont eu un impact sur la construction de leur identité tout au long de leur vie. Alors, il n'y a pas une réponse unique, c'est évidemment plus compliqué que ça. Là, c'est les lieux. J'explique un petit peu mieux. Si vous connaissez la Normandie, ça va vous rappeler des souvenirs. Caen, c'est ici. Moi, je travaille ici. Je suis né ici, à Cherbourg. Ici, il y a les plages du débarquement. Donc, on a vu des personnes qui habitaient, par exemple, Vierville-sur-Mer, à côté du cimetière américain, ou Beach, Sainte-Mère-Église. L'opération Cobra, c'est quand les Américains descendent comme ça et qu'il y a des contre-attaques allemandes et les civils sont entre les deux. Ils avancent et ils reculent en même temps que les armées. Saint-Lô ici. Ensuite, les armées américaines, une partie d'entre elles viennent ici au sud. Et puis les armées anglaises, polonaises, canadiennes principalement, descendent comme ça. Et ici, c'est ce qu'on appelle la poche de falaise. Donc les Allemands se trouvent concentrés ici, avec l'aviation qui les mitraille. Et ici, c'est une véritable boucherie. Ça s'appelle le corridor de la mort de Chambois. Donc on a vu des personnes sur tous ces lieux, vous voyez, qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et puis ensuite, on est allé dans les villes qui ont été bombardées au mois de septembre, et notamment Le Havre, qui a été quasiment rasé, et puis Rouen. Alors, je vais m'arrêter après ça pour vous montrer la diversité des résultats. En plus des témoignages enregistrés, c'est à peu près 1h30 à peu près à chaque fois. On essaie de ne pas aller au-delà d'1h30 pour ne pas fatiguer les personnes, parce que c'est quand même très éprouvant. Les personnes, évidemment, elles sont volontaires et puis elles veulent parler, mais c'est très éprouvant. Donc on a tout un guide d'entretien que je n'ai pas développé parce que ce serait trop long. Mais on a également quelques outils comme ça qui sont très simples, mais qui sont extrêmement efficaces. C'est-à-dire qu'on a appris aux personnes comment utiliser ça. Vous voyez, il y a des dates qui correspondent à l'âge des personnes qu'on reporte, personne par personne. Donc là, ce sont 3 personnes différentes. Et comment ces souvenirs donc, de la bataille de Normandie vous ont accompagné tout au long de votre vie. Alors ici, c'est haut, ici, c'est bas. Et cette personne-là, c'est tous les jours. Et la personne est presque prête à me prendre ici en me disant « Monsieur, j'y ai pensé tous les jours. Tous les jours, j'ai pensé à ce qui m'est arrivé. » Alors, nous, le travail scientifique, ça va être de pourquoi cette personne-là a pris ce chemin d'une mémoire qui reste omniprésente versus, ça c'est une autre personne, je peux donner son nom, parce que c'est une personne publique et vous allez trouver plein de choses la concernant. C'est un monsieur qui est décédé cet été, qui s'appelait Bernard Duval. Et c'est un nom extrêmement simple à retenir, Bernard Duval. Vous verrez, l'histoire de ce monsieur est
une histoire absolument incroyable. Il y a des articles dans Le Monde. Enfin, c'est quelqu'un qui était très connu. C'est un grand résistant. Alors lui, il a vécu des choses incroyables. Et arrivé ici, il arrive au Lutetia, parce qu'en plus, il est interné. Il arrive au Lutetia et il n'y a pas d'oreille attentive. C'est lui qui m'a donné cette expression-là. Et donc, il s'en va. Il s'en va en Afrique. Il passe toute sa vie en Afrique. Et puis, au moment de la retraite, il y a un de ses copains qui s'appelle Bernard Boulot, qui est un copain résistant, qui lui dit « Non, il faut que tu reviennes, on va aller dans les écoles. » Et il va dans les écoles. Et il passe son temps dans les écoles à raconter ce qui lui est arrivé. Et c'était l'invité d'honneur des cérémonies du 6 juin en Normandie. Et il est mort quelques semaines après. Et ça, c'est peut-être le profil le plus impressionnant. Ce sont des gens qui ont vécu des choses terribles, et qui n'en ont jamais parlé. Et pourtant, on est avec eux. On se demande un peu comment on est arrivé là. Vous voyez, on est arrivé là à ce moment-là. On est là, et ces personnes nous racontent ce qu'elles ont vécu, parfois devant leurs enfants. Alors, leurs enfants, c'est des gens de mon âge, qui n'ont jamais entendu tout ça. Alors, c'est émouvant, mais je pense que c'est plus que ça. Sur un plan du fonctionnement de la mémoire, je pense que c'est très puissant, parce que ça va jusqu'à des personnes qui vous disent « Là, je vous raconte des choses que je pensais avoir oubliées, mais je suis dans un tel contexte où je me souviens, par exemple, être dans le fond de mon jardin, les bombes tombaient à Caen, c'était à Caen, c'est dans une rue qui s'appelle la rue de Jaulles. Et je suis au fond du jardin, dans une espèce de petite cabane dérisoire avec mon grand-père et ma grand-mère. Et on prie. On prie. Alors que c'était pas quelqu'un de croyant, vous voyez. Mais il se revoit en train de prier, alors qu'il avait a priori complètement oublié ça. Voilà, ça c'est les livres, vous les connaissez. Ça c'est tous les... Ils ne sont pas tous là, hein, ça c'est l'unité de recherche de Caen. Un jour où il fait beau, oui, on a dû attendre pas mal de temps pour prendre la photo. Là, c'est le 13 novembre, il y a des équipes un peu partout. Et puis, vous voyez, Caen encore, avec tous les moyens d'étudier. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'ai été un peu long, mais...